Savais-tu quel animal gélatineux, muni de tentacules, est capable d'apprendre alors qu'il n'a pas de cerveau? Aujourd'hui, on va parler de la cuboméduse dans Bête de science. Hey, bonne année! Je te souhaite le meilleur pour les 365 jours à venir. Pour ouvrir ce nouveau chapitre, je te propose d'aller plonger à la rencontre d'une famille d'animaux franchement sous-estimés, mais qui est pleine de surprises. Et puis, rien de tel que de barboter dans une eau à 30 degrés pour commencer l'année du bon pied. Direction Porto Rico, ou Boriken en langue taïno, dont l'île principale mesure 177 km de long. Elle se trouve dans la mer des Caraïbes, élément liquide et turquoise qui borde l'Amérique centrale et englobe les grandes et petites Antilles. Porto Rico appartient d'ailleurs à l'archipel des Grandes Antilles. Mais nous n'allons pas n'importe où. Rendez-vous au nord-est de l'île, à Fajardo, dans la réserve naturelle de Cabezas de San Juan. Regarde, on aperçoit le phare là-bas. Sa tour blanche dépasse au-dessus de nous. Avançons vers lui. Ici, dans cette réserve, on peut trouver des plages de sable fin, d'autres de galets, de la forêt tropicale, mais aussi et surtout des mangroves, ces écosystèmes particuliers où eau douce et eau salée se mélangent. Viens, avançons sur la plage. Tu as pris tes palmes et ton tuba? Il va falloir se mouiller pour la suite de nos aventures. Les arbres que l'on trouve dans la mangrove ont développé des racines qui peuvent survivre dans l'eau. Ces arbres bien particuliers, ce sont des palétuviers. Ils supportent le sel de la mer et peuvent respirer par leurs racines. Tu es prêt à aller voir tout le petit monde qui vit autour de ces palétuviers? Regarde! Moules, huîtres et éponges s'installent sur les racines. Plein d'animaux différents vivent dans ce milieu unique en son genre. On croise des crabes, des poissons et des oiseaux, ainsi que de nombreux bébés crevettes et langoustes qui éclosent ici. Ces naissances tombent à pic pour notre héroïne, toute petite, qui se nourrit, elle, de copépodes, de tout petits crustacés qui forment avec les larves d'autres animaux ce que l'on appelle le zooplancton. Ces mini-animaux sont essentiels car ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire et de nombreux autres animaux plus gros dépendent d'eux pour manger et survivre. Dehors, la lumière du soleil baisse. C'est parfait pour trouver notre héroïne. Descendons un tout petit peu plus profond. J'ouvre le chemin avec ma torche. Suis-moi. Oh, les voici. Tu vois ces petites formes translucides qui flottent là-bas, devant nous? Elles sont toutes petites, 1 centimètre de diamètre au plus, donc pas plus grandes que la dernière phalange de mon index. Ce sont des cuboméduses, un nom qu'on leur a donné à cause de la forme de leur corps, qui est cubique. Parfois, on les surnomme aussi méduses-boîtes. Elles se distinguent des vraies méduses, qui ont un dôme arrondi. Ces cuboméduses appartiennent à l'espèce Tripedalia cystophora, parfois appelée cuboméduse des Caraïbes. Aux 4 coins de leur dôme gélatineux, que l'on appelle en réalité ombrelles, on remarque 3 tentacules qui sont annelés et ressemblent un peu à des guirlandes de Noël. En tout, elles en ont 15 qui traînent derrière elles. Tu vois comment elles se déplacent? En contractant fortement leur ombrelle, elles repoussent l'eau et nagent dans la direction qu'elles veulent. Elles flottent très bien, car ce sont des invertébrés qui n'ont pas de squelette. Elles sont donc légères et leurs corps sont constitués à 98% d'eau. Leur bouche se trouve en dessous de leur dôme, et si tu regardes bien, on peut observer des taches rondes un peu grises au niveau de leurs ombrelles. Il y en a 4 en tout, réparties sur leur corps. Ce sont des rhopalis,
des groupements d'yeux, 6 au total, qui permettent aux méduses de capter la lumière et de voir ce qui les entoure. Ces petites cuboméduses appartiennent à l'embranchement des cnidaires, qui englobe également les 1500 espèces de méduses qui existent dans le monde, les coraux et les anémones. Tous les membres de ce groupe partagent d'ailleurs un point commun. Ils sont venimeux. C'est grâce à des cellules urticantes qui provoquent des sensations de brûlure que les méduses capturent leur proie. On trouve ces cellules piquantes sur leurs tentacules et parfois sur tout leur corps. La piqûre est causée par une cellule appelée cnidocyte qui renferme une poche à venin dans laquelle se trouve une sorte de petit harpon commandé par un cil. Lorsque ce cil touche une proie, le harpon et sa poche à venin sont envoyés vers sa victime qui s'immobilise. Cette piqûre venimeuse, plus ou moins dangereuse selon les espèces de méduses, les protège aussi un peu des prédateurs. En effet, de nombreux gourmands ont envie de les mettre à leur menu, comme les tortues marines. Cette technique de défense leur a plutôt bien réussi, car les méduses peuplent nos océans depuis la nuit des temps. Quand on se représente une méduse, on imagine un animal qui ressemble à nos petites cuboméduses, avec une ombrelle gélatineuse et des tentacules. Sauf que ça, c'est l'aspect que les méduses adoptent pendant une partie de leur vie seulement. C'est leur forme libre qui est capable de nager et de se déplacer dans l'océan. Mais avant ça, certaines d'entre elles passent par plusieurs stades très différents. Tout commence par un œuf fécondé qui résulte de la rencontre des gamètes mâles, les spermatozoïdes, et femelles, les ovules, relâchés librement dans l'eau par des méduses adultes. Chez certaines cuboméduses, le mâle insère ses gamètes dans la femelle. L'œuf fécondé se change ensuite en planula, une larve dotée de cils qui peut nager. Puis, celle-ci se transforme en polype et adopte alors la forme d'une sorte de petite anémone pourvue d'une bouche entourée de tentacules orientés à la verticale. Le polype se fixe sur des rochers ou des algues et ne se déplace plus. Puis, sans qu'il n'ait besoin de partenaire, le polype forme de petites méduses qui vont se décrocher et dériver librement dans l'océan. On s'émerveille de la métamorphose de la grenouille ou du papillon, mais celle des méduses est assez incroyable. Il n'y a quasiment aucune ressemblance entre les stades polype et méduse alors qu'il s'agit du même animal. La plupart du temps, les méduses adultes meurent après s'être reproduites. Il y a bien sûr toujours des exceptions, et chez les méduses, c'est Turritopsis nutricula, une petite méduse de 5 mm de long, qui se moque du temps qui passe. Elle est capable de revenir en arrière dans son cycle de vie et de redevenir un polype fixe après s'être reproduite. Elle peut donc inverser son cycle de vie et le recommencer à l'infini. Une fois redevenue polype, toutes ses cellules sont régénérées et elle repart pour un tour comme neuve. Cette méduse a découvert le secret de la jeunesse éternelle. Elle est biologiquement immortelle. En 2016, une équipe américaine de scientifiques a découvert 13 spécimens fossilisés de méduses, ce qui est rarissime pour des animaux au corps mou. Ils datent d'il y a 540 millions d'années. À cette époque, la vie existe essentiellement dans les mers, et il faudra attendre plusieurs centaines de milliers d'années avant que les premiers dinosaures n'apparaissent. Les plus anciens de ces fossiles connus ont seulement 230 millions d'années. Pas mal pour un animal qui paraît si simple à première vue. Et loin d'appartenir seulement au passé, les méduses risquent d'être de plus en plus nombreuses à l'avenir. Des études récentes font état d'un véritable boom des populations chez certaines espèces qui serait dû au réchauffement des océans. L'installation de structures artificielles dans la mer qui servent de point d'amarrage idéal pour les polypes leur permet aussi de proliférer. Et puis, la surpêche par les humains a vidé les océans de leurs concurrents et de leurs prédateurs. Cela peut poser des soucis de cohabitation avec les humains, car comme nous l'avons vu, les méduses piquent. Certaines possèdent un venin suffisamment puissant pour nous tuer. C'est le cas pour certaines cuboméduses australiennes dont le venin est très rapide. Mais ça ne sert à rien de paniquer.
Les méduses ont quasiment toujours existé et elles ne sont pas agressives. Il faut se tenir hors de leur portée et ne pas les toucher. Et en cas de contact, des sérums peuvent soigner. Et si l'on veut éviter que les méduses prennent un peu trop leurs aises, comme bien souvent, il faut veiller à ne pas détruire et modifier le milieu dans lequel elles vivent. Même si les méduses existent sur la planète depuis la nuit des temps et qu'elles ont peuplé tous les océans du globe, nous savons finalement peu de choses sur la façon dont elles perçoivent le monde qui les entoure. Mais une découverte récente change la donne. Les méduses sont des organismes relativement simples. Elles possèdent une ombrelle et des tentacules, et au sein de leur corps, elles sont équipées de cellules qui leur permettent de percevoir leur environnement, les rhopalies. Elles ont aussi un estomac qui assimile les aliments qu'elles mangent, et un réseau un peu comme nos veines qui distribue l'énergie ainsi récoltée dans leur corps. Mais elles n'ont pas de cerveau. En revanche, elles renferment plusieurs cellules nerveuses qui coordonnent les mouvements de contraction de l'ombrelle, ce qui leur sert à se diriger. Et pourtant, malgré l'absence de cerveau, nos petites cuboméduses des Caraïbes sont capables d'apprendre. Tu te souviens de comment les pigeons bisets du professeur Burrus Skinner apprenaient à picorer une image pour obtenir des graines en récompense ? On l'avait vu dans un épisode précédent. On appelle ce type d'apprentissage un conditionnement opérant, car l'animal testé est acteur. C'est lui qui agit et fait l'association entre ce qu'il fait et la récompense ou la punition qui en découle. Eh bien, l'équipe de scientifiques menée par Jan Bielecki, qui a étudié la navigation des cuboméduses en 2023, a utilisé le même principe. Dans les lagons et mangroves où elles vivent, nos petites cuboméduses chassent entre les racines des palétuviers, parfois dans l'obscurité de la nuit. Or, leur corps gélatineux est très fragile. Elles doivent donc s'abstenir de se cogner pour ne pas se blesser. Pour vérifier qu'elles peuvent apprendre rapidement à éviter les obstacles, les scientifiques ont placé les cuboméduses au centre d'un aquarium circulaire. Tout autour de l'enceinte, les méduses pouvaient voir des bandes blanches et des bandes sombres alternées. Quand les bandes sont noires et blanches, avec un fort contraste, les cuboméduses se tenaient à distance de ces bandes foncées, qui ressemblent à des racines de palétuvier. Elles ne se cognaient pas. Mais si les scientifiques éclaircissaient ces bandes noires de façon à ce que les cuboméduses soient entourées de bandes grises et blanches, alors les méduses se heurtaient contre les bandes grises. Mais en quelques minutes seulement, et après quelques collisions un peu désagréables, les cuboméduses apprenaient à éviter ces bandes. En fait, elles associaient la présence de la bande grise avec l'impact au bout de quelques essais. Elles formaient cette association par l'intermédiaire de leurs rhopalies, ces centres qui leur permettent de voir et de transmettre l'information. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient qu'il fallait forcément un cerveau pour que ce genre d'apprentissage ait lieu. Le découvrir chez nos petites cuboméduses rebat complètement les cartes et questionne notre vision même de l'intelligence des autres animaux. Et plein de choses restent encore à explorer. Allez, on récapitule. La cuboméduse des Caraïbes, Tripedalia cystophora, est une cousine des vraies méduses, reconnaissable à son ombrelle en forme de cube. Elle mesure à peine 1 cm de long, mais comme les autres méduses, son corps gélatineux et translucide est surtout composé d'eau. Elle attrape ses proies du zooplancton avec ses tentacules équipés de cellules urticantes, avant de les porter à sa bouche, cachée sous son ombrelle. Elle chasse dans les mangroves entre les racines immergées des palétuviers. Sa reproduction est aussi fascinante et passe par plusieurs stades, dont un, la phase polype, où l'animal ressemble à une anémone et reste fixé à un support. Même si elle n'a pas de cerveau, notre cuboméduse est capable d'apprendre. Après s'être cognée plusieurs fois contre un obstacle, elle adapte son comportement et l'évite. Du jamais vu. Alors, pas si bête la cuboméduse ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.